Nous vivons à une époque où le lien profond entre les êtres humains s'est rompu, laissant place à des relations fragiles, éphémères et souvent superficielles. Il n'est pas étonnant que les rapports entre les individus soient devenus si instables. Ce n'est pas que les gens d'aujourd'hui soient plus volages ou moins fidèles qu'autrefois, mais plutôt que le monde que nous avons bâti influence inévitablement la manière dont nous nous relions les uns aux autres. L'amour n'échappe pas aux dynamiques sociales, économiques et culturelles qui régissent nos vies. Il s'y adapte. Le sociologue Zygmunt Bauman a défini cette réalité à travers un concept qui en capture parfaitement l'essence, l'amour liquide. Ce terme décrit une forme d'amour dépourvue de structure solide ou durable, fluide, flexible, mais aussi terriblement instable. Les relations se forment et se défont avec une facilité déconcertante. Sans racines, sans permanence, elles suivent le rythme d'une culture obsédée par l'instantanéité, la gratification immédiate et la consommation rapide. Dans un monde où l'éphémère est devenu la norme, prendre le temps de construire quelque chose avec quelqu'un paraît presque contre-culturel. Les promesses, les engagements et les projets sont perçus non plus comme des preuves de valeur, mais comme des contraintes. Les individus se trouvent ainsi tiraillés entre deux désirs opposés, celui de se connecter et celui de préserver leur liberté. Ce paradoxe engendre des relations pleines d'anxiété, où l'attachement côtoie la peur et le désir s'accompagne d'évitement. Ce qui fut autrefois considéré comme l'essence même de l'amour, l'effort, la patience, la tolérance face à l'incertitude est désormais vu comme inutile, voire naïf. L'amour est peu à peu perçu comme un contrat de bien-être personnel. Si l'autre ne parvient plus à satisfaire nos attentes, la relation s'effrite aussitôt, sans culpabilité. Les liens affectifs fonctionnent désormais selon la logique du marché. Si un produit déçoit, on le remplace. Si quelque chose ne procure plus de plaisir immédiat, on le jette. Dans ce contexte, les applications de rencontres ne sont pas de simples plateformes technologiques. Elles agissent comme des vitrines où chacun expose la version la plus séduisante de soi. L'amour devient une affaire d'offres et de demandes, de sélection et d'élimination. On ne cherche plus vraiment à rencontrer un être réel, avec ses forces et ses failles, mais à trouver une idée, une projection, une illusion capable de combler un manque. C'est un processus de consommation affective. On idéalise, on consomme, et dès que l'intérêt s'éteint, on passe au suivant. Cette facilité à se connecter et à se déconnecter a engendré une illusion d'abondance. Les possibilités semblent infinies, accessibles d'un simple geste. Chaque profil qui défile paraît être une chance, un moyen d'échapper à la solitude, une promesse de plaisir ou une dose de validation. Mais cette même abondance crée un autre phénomène, l'incapacité à choisir. Lorsque tout est disponible, plus rien ne semble précieux. L'autre cesse d'être perçu comme une personne unique. Il devient une simple option parmi d'innombrables autres, perdu dans un catalogue sans fin. Le paradoxe le plus troublant, c'est que plus il devient facile de trouver de la compagnie, plus il est difficile de maintenir une relation. Nous vivons pris dans un cycle de connexions éphémères où le vertige de la nouveauté l'emporte sur tout effort de construction durable. Les relations se transforment en espaces d'évaluation permanente. Me comble-t-elle suffisamment? Est-ce vraiment ce que je veux? Ou devrais-je continuer à chercher mieux? Ce questionnement incessant empêche toute maturation, tout approfondissement de l'intimité. L'amour, dans ces conditions, devient une expérience angoissante. Chaque silence, chaque retard de réponse, chaque changement d'intonation peut être perçu comme un signe de désintérêt ou comme la preuve que l'autre considère déjà d'autres options. L'intimité émotionnelle, autrefois bâtie lentement à travers le temps et la coexistence, est aujourd'hui exigée dès le premier instant. Nous voulons tout de suite, dans un environnement où, par nature, rien n'est stable. Cette immédiateté explique aussi pourquoi tant de personnes développent une forme d'allergie à l'engagement. Non pas parce qu'elles sont incapables d'aimer, mais parce que l'engagement est désormais associé à la perte d'opportunités. Choisir quelqu'un dans un monde saturé de possibilités revient à renoncer à tout le reste. Et cette idée de manque est insupportable dans une culture qui glorifie l'optimisation de chaque moment. Ainsi, l'amour devient un jeu d'approche partielle. Personne ne s'abandonne entièrement, mais personne ne s'éloigne non plus. Chacun reste dans une zone intermédiaire où l'on essaie, où l'on voit ce que ça donne, sans jamais vraiment s'impliquer. À cela s'ajoute une culture de la performance et du développement personnel où les relations sont elles aussi soumises à une logique d'efficacité. Cette personne me fait-elle évoluer? Améliore-t-elle ma vie? Si la réponse devient négative, la conclusion est immédiate. La relation n'a plus de sens. L'amour devient un outil d'épanouissement individuel, et lorsqu'il cesse de remplir cette fonction, il est écarté comme n'importe quelle ressource épuisée. Cela ne veut pas dire que le désir d'aimer a disparu. Bien au contraire, jamais on n'a autant parlé d'amour, de bienveillance et de connexion. Ce qui a changé, c'est la manière dont l'amour est compris et vécu.
Il n'est plus un espace d'ouverture et de vulnérabilité face à l'inconnu, mais un échange conditionné, calculé, où chaque partie mesure ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit. La fragilité de l'amour moderne ne résulte pas seulement d'une incapacité individuelle, mais d'un écosystème qui pousse constamment vers l'immédiat, le facile et le remplaçable. Nous vivons dans une culture où la stabilité est perçue comme une perte d'intensité et où l'on préfère la nouveauté et la stimulation permanente à la profondeur et à la constance. Ce modèle, qui promet liberté et plaisir, engendre paradoxalement plus de solitude, plus de déconnexion et un vide intérieur croissant. Lorsque l'amour devient le miroir de la logique consumériste, il perd sa fonction première, celle d'un refuge face au chaos. Il cesse d'être le lieu où deux êtres se rencontrent dans leur humanité la plus nue pour se transformer en simples transactions de plaisir et de validation. Ce qui semble être la liberté n'est en réalité qu'une forme sophistiquée d'instabilité où nul ne se sent véritablement en sécurité, même lorsqu'il est accompagné. Si l'amour s'effrite aujourd'hui sous le poids de l'immédiateté, de l'individualisme et de la logique marchande, c'est qu'une transformation plus profonde, plus intime, est en cours. Car aimer exige une capacité que beaucoup n'ont pas apprise à cultiver. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un, mais de devenir quelqu'un capable de soutenir l'amour. Erich Fromm a consacré une grande partie de son œuvre à déconstruire une illusion tenace, celle selon laquelle l'amour surviendrait spontanément, presque par magie. Selon lui, cette conception romantique est l'une des plus grandes erreurs de la modernité. On a éduqué les gens à croire que l'amour est un événement émotionnel qui apparaît lorsque les bonnes conditions sont réunies, qu'il suffit de rencontrer la bonne personne pour que tout s'harmonise naturellement, sans effort, sans discipline, sans engagement. Mais ce modèle réduit l'amour à une question de chance ou de destin. Et c'est précisément là que réside son échec. Lorsque cet idéal ne se réalise pas, la frustration, le désespoir ou le cynisme s'installent. Mais l'amour, en réalité, n'a rien de fortuit. C'est une aptitude, un art qui exige apprentissage, discipline et développement intérieur. Ce constat, bien que simple en apparence, est profondément subversif dans un monde qui glorifie la gratification immédiate et dévalorise tout ce qui demande du temps et de la constance. La tragédie de cette conception erronée de l'amour réside dans le fait que la plupart des gens se concentrent presque exclusivement sur l'objet de leur amour. Trouver le partenaire idéal, tout en négligeant complètement la question essentielle. Suis-je capable d'aimer? Cette omission est tout sauf anodine. Chercher la personne parfaite sans avoir cultivé la capacité d'aimer revient à espérer qu'une plante pousse sur du béton. Sans terre fertile, rien ne s'enracine. Aimer suppose avant tout de voir l'autre dans sa totalité, avec ses vertus, ses failles, ses contradictions et ses limites. Mais lorsque l'amour est réduit à un simple échange de bien-être ou à une source de gratification personnelle, cette profondeur de regard disparaît. L'autre cesse d'être une fin en soi et devient un moyen de combler des besoins affectifs. Beaucoup veulent être aimés, désirés, choyés, mais peu se demandent ce que signifie réellement aimer. Cette confusion engendre des relations saturées d'attentes mais vides d'engagement véritable. Notre culture moderne entretient aussi une grande confusion entre aimer et être aimé. Beaucoup croient que le secret réside dans le fait d'être attirant, séduisant, intéressant, que si l'on parvient à être désirable aux yeux des autres, alors on connaîtra l'amour. Cette croyance alimente une obsession de l'image, du statut et de la validation. Mais cette quête ne produit pas l'amour. Elle n'apporte qu'une attention passagère, un désir fugace ou une admiration superficielle. L'amour véritable ne naît pas d'un manque ou d'un besoin de combler un vide, mais d'un sentiment de plénitude, de maturité et de la capacité à dépasser son ego pour entrer réellement en contact avec l'autre. Atteindre cet état suppose un travail intérieur profond, rarement enseigné et souvent redouté. Cela requiert des qualités comme la patience, l'humilité, la responsabilité, le courage et surtout la capacité à vivre avec l'imperfection, en soi comme chez l'autre. Un autre obstacle majeur est l'infantilisation qui imprègne une grande partie de la société. Beaucoup d'adultes abordent l'amour avec une mentalité adolescente, attendant de l'autre qu'il les complète, qu'il apaise leur insécurité et comble leur manque. Selon cette logique, toute difficulté relationnelle devient la preuve que la personne n'est pas la bonne, ce qui alimente un cycle sans fin de rupture et de recommencement. Aimer suppose pourtant d'accepter que l'autre ne sera jamais exactement comme on l'imagine. Cela signifie renoncer à la fantaisie de modeler son partenaire selon ses désirs et reconnaître que la véritable rencontre a lieu précisément au moment où l'on apprend à aimer ce que l'on ne peut ni contrôler, ni posséder, ni transformer. C'est souvent à cette étape que les relations s'effondrent, non pas par manque de passion romantique, mais par absence d'amour véritablement mature. Ceux qui comprennent cette différence savent que le conflit et le désaccord ne sont pas des menaces, mais les composantes inévitables de tout lien humain profond. L'incapacité à soutenir l'amour est intimement liée à la peur de la vulnérabilité. Aimer, c'est s'exposer, ouvrir son cœur, révéler ses faiblesses,
accepter le risque d'être blessé. Mais dans une culture qui érige l'autosuffisance, la force et la perfection en vertu suprême, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse plutôt que comme la condition même de la rencontre authentique. Ainsi, beaucoup préfèrent les relations superficielles où l'image demeure intacte et où l'implication émotionnelle est évitée, quitte à renoncer à la profondeur et à la vérité du lien. À cela s'ajoute une crise du silence et de la contemplation, une incapacité à s'arrêter, à écouter, à ressentir. Condition pourtant essentielle pour que l'amour puisse véritablement naître et grandir. Aimer demande de la présence, de l'attention et du temps. L'amour ne peut s'épanouir au milieu d'une distraction permanente. Or, nous vivons dans un monde saturé de stimuli qui encourage le multitâche et rend l'attention presque aussi rare que précieuse. Dans de telles conditions, écouter véritablement l'autre, le comprendre et lui offrir une disponibilité émotionnelle devient un acte presque héroïque. Sans présence, il n'y a pas de rencontre. Et sans rencontre, l'amour se dissout peu à peu jusqu'à disparaître. Ce qu'il y a de plus déroutant, c'est que malgré ces obstacles, le désir d'aimer demeure l'un des fondements les plus profonds de l'existence. Il existe au cœur de chaque être humain quelque chose qui presse, que la vie sans amour perde son sens. Mais ce même désir se heurte sans cesse aux contradictions culturelles, psychologiques et émotionnelles du monde moderne, qui le rendent presque impossible à satisfaire. C'est comme si la société poussait chacun vers un idéal irréalisable, vouloir aimer intensément mais refuser d'en assumer le prix. Le résultat, c'est une génération déchirée entre la nostalgie d'un amour qu'elle n'a jamais connu et l'anxiété d'un présent incapable de combler ce manque. Un amour idéalisé, désiré, mais toujours hors d'atteinte. Un mirage qui s'efface au moment même où l'on croit le toucher. Pendant ce temps, le vide s'étend. Ce vide n'est pas l'absence d'un partenaire, mais l'absence d'une véritable relation avec l'autre, et aussi avec soi-même, avec sa propre capacité d'aimer, de donner, de créer quelque chose qui dépasse l'éphémère et le superficiel. Le paradoxe de notre époque, c'est que jamais l'amour n'a semblé aussi célébré, tout en étant aussi instrumentalisé et galvaudé. Il est partout, dans les films, les chansons, les réseaux, la publicité. Mais cette omniprésence en vide le sens. On ne promeut plus l'amour comme une expérience de transformation, mais comme un simulacre, une image esthétique facile à consommer, qui sert davantage à nourrir l'ego et à produire du spectacle qu'à favoriser la rencontre véritable. Derrière cette théâtralité constante se cache une logique parfaitement alignée sur celle du marché. L'amour a été réduit à une émotion marchande, quelque chose que l'on offre, que l'on exige et que l'on jette selon les tendances du moment. Les relations sont évaluées avec les mêmes critères que les objets. Si elles répondent aux attentes, on les garde. Si elles déçoivent, on les remplace. Cette mentalité ne corrompt pas seulement notre manière de nous relier aux autres. Elle déforme aussi notre rapport à nous-mêmes, désormais mesuré en termes d'attractivité émotionnelle et de valeur relationnelle. L'amour devient alors un exercice de comparaison et de compétition. Personne ne se sent pleinement en sécurité, car plane toujours la menace qu'un partenaire meilleur, plus séduisant, plus stimulant ou plus fonctionnel apparaisse. Et cette crainte n'est pas imaginaire. Les plateformes, les algorithmes et la culture de la séduction perpétuelle entretiennent cette perception. Résultat, un sentiment de précarité généralisée où les relations paraissent fragiles, jetables et souvent transactionnelles. Ce paysage émotionnel est dominé par l'anxiété et la vigilance. Les individus ne cherchent plus seulement à être aimés. Ils surveillent en permanence la qualité de leurs relations, le degré d'engagement de leur partenaire ou les signes d'une possible alternative meilleure. Cette dynamique ronge la confiance, empêche l'intimité et interdit toute stabilité, car elle maintient chacun dans un état de suspension affective permanente. L'hyperexposition a aussi introduit une nouvelle illusion, celle de la possibilité infinie. Autrefois, l'amour était limité par la géographie, les cercles sociaux, les circonstances. Aujourd'hui, les applications et les réseaux ont aboli ces frontières, mais en échange, elles ont engendré le paradoxe du choix. Plus les options sont nombreuses, plus il devient difficile de s'engager. Chaque possibilité est perçue comme la renonciation à une autre, peut-être meilleure. Cette logique paralyse, épuise et détruit la capacité de construire des liens durables. Dans ce contexte, même le langage de l'amour s'est transformé. Nous avons cessé de parler d'engagement, de responsabilité et de renoncement. Nous parlons désormais de compatibilité, de satisfaction et de bénéfices émotionnels, comme si aimer n'était plus un acte de don, mais une transaction visant à optimiser le bien-être personnel. Cette mutation n'a rien d'anodin. Elle reflète un profond changement dans notre manière de concevoir les relations humaines. L'amour n'est plus perçu comme un espace où l'on se construit avec l'autre, mais comme un service censé remplir certaines fonctions. Et lorsque ces fonctions cessent d'être satisfaites, le lien émotionnel est annulé, remplacé aussitôt par un autre.
Ce cadre mental a donné naissance à une véritable épidémie de relations où la rencontre authentique est remplacée par des interactions superficielles qui frôlent l'autre sans jamais le toucher vraiment. Les conversations deviennent banales, les conflits sont évités ou refoulés, et la possibilité même de traverser les difficultés ensemble est vécue comme insupportable. Le paradoxe, c'est que plus nous fuyons la douleur et le désaccord inhérents à toute relation véritable, plus nos relations deviennent vides et frustrantes. La marchandisation de l'amour ne touche pas seulement la sphère intime. Elle fragilise aussi nos liens d'amitié, de communauté et de solidarité. En intégrant la logique de l'utilité, chacun commence à évaluer ses relations selon les mêmes critères que ceux appliqués à la consommation. L'autre cesse alors d'être une fin en soi. Il devient un moyen de se divertir, de se valider ou de combler un vide passager. Ce glissement conduit à une solitude structurelle qui ne découle pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de profondeur. Nous vivons non pas une crise de l'amour romantique, mais une crise de l'amour tout court. Une crise affective, humaine, collective. Elle se manifeste par la difficulté à entretenir des amitiés durables, par la rareté des gestes de bonté désintéressés et par la tendance à ériger l'indépendance en rempart contre la déception. Mais cette indépendance n'est pas synonyme de liberté. Elle se mue souvent en isolement. Un isolement qui, au lieu de nous protéger, ne fait que renforcer le sentiment d'étrangeté au monde. Au cœur de tout ce malaise se trouve une expérience commune, celle d'être remplaçable. Quand tout dans la culture contemporaine est régi par la logique du rendement et de la compétitivité, il devient inévitable que les individus finissent par se percevoir eux-mêmes comme interchangeables. Cela ne détruit pas seulement l'estime de soi, mais aussi la foi en l'intimité véritable. Car s'ouvrir, se montrer tel que l'on est, aimer sincèrement, c'est accepter le risque d'être abandonné lorsque quelqu'un de plus intéressant, plus pratique ou plus performant se présente. Dans un tel contexte, l'amour peine à s'épanouir, car aimer au sens le plus profond, c'est précisément aller à l'encontre de la logique du jetable. Aimer, c'est choisir, s'engager, renoncer au mirage des possibilités infinies pour construire quelque chose d'unique, d'irremplaçable, de précieux avec un autre être. Et cette fidélité au choix ne peut exister que lorsqu'on a appris à valoriser la profondeur plutôt que la nouveauté, l'authenticité plutôt que l'apparence, la présence plutôt que la distraction. Mais cette forme d'amour devient de plus en plus difficile dans un monde qui glorifie la superficialité, encourage le zapping constant et pénalise toute forme de stabilité qui ne sert pas à un intérêt immédiat. L'amour moderne, pris dans ses tensions, reste piégé entre le désir de trouver quelque chose de vrai et l'incapacité structurelle à le soutenir. Car aimer suppose inévitablement de nager à contre-courant de tout ce que la société contemporaine valorise. L'efficacité, la rentabilité, la nouveauté. Et c'est précisément dans cette tension, dans cette lutte fragile entre ce que le cœur désire et ce que le monde promeut, que réside la véritable possibilité de réhabiliter l'amour comme force de transformation. Car l'amour, au fond, est profondément subversif dans une société qui a tout converti, y compris les émotions, en marchandises. Aimer, c'est résister. Résister à la fragmentation, au bruit, à la tentation de la surface. C'est un acte de présence radicale, un abandon lucide à ce qui rend la vie signifiante. Dans un monde où tout semble flotter, choisir consciemment d'aimer devient un acte révolutionnaire. Non pas en quête de perfection ou de complétude, mais dans la reconnaissance que l'amour n'est quand deux êtres renoncent à leur illusion de contrôle pour bâtir ensemble quelque chose d'imparfait, mais authentique. C'est dans cette humilité que l'amour retrouve sa noblesse, là où la relation cesse d'être un échange pour devenir un espace de création, de présence et de croissance partagée. Comprendre cela ne revient pas à se résigner, mais à se libérer des illusions qui nourrissent la frustration et le désenchantement. L'amour cesse alors d'être un jeu d'options pour redevenir une rencontre avec la finitude partagée, avec la beauté de ce qui ne peut être remplacé. Et c'est seulement en embrassant cette vérité que l'on peut rompre avec la logique consumériste des relations et enfin sentir l'amour non comme une consommation, mais comme un sens. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.